Le bassin du Niger et les sociétés forestières d'Afrique de l'Ouest du 9e au 15e siècle. Le bassin du Niger constitue un vaste espace de circulation reliant des milieux écologiques très différents. Avant le 15e siècle, cette région est relativement peu tournée vers la mer. Les populations côtières vivent principalement de l'exploitation des ressources des lagunes grâce à des techniques de pêche et à la création d'aménagements piscicoles. Il y a environ 3000 ans, plusieurs transformations importantes sont observées. Des plantes originaires de l'Indo-Pacifique, comme le taro, la banane plantain ou l'igname blanche, sont introduites dans la région. On constate également une intensification de la déforestation et de l'agriculture sur brûlis, ainsi que la diffusion progressive d'outils agricoles en fer à partir du milieu du premier millénaire de notre ère. On peut distinguer trois grands ensembles géographiques du nord au sud. D'abord les zones littorales et lacustres, caractérisées par des villages installés au bord des lagunes et des sociétés essentiellement tournées vers la pêche. Ensuite la grande forêt tropicale. Enfin, au nord de cette forêt, une zone de transition vers les savanes arborées, puis le Sahel, particulièrement favorable aux échanges et à l'émergence de centres urbains dès les 9e et 10e siècles. Entre le 6e et le 8e siècle, dans les forêts du Ghana actuel, apparaissent des villages entourés de fossés profonds et de talus. À côté de ces habitats fortifiés existent également des villages ouverts, installés dans les plaines ou sur les hauteurs. Cette diversité suggère déjà une hiérarchie de l'habitat et une organisation sociale relativement complexe. Les recherches archéologiques ont considérablement renouvelé nos connaissances. Dans les années 90, l'archéologue Peter Shiney met en évidence à Asante-Menso l'existence d'un village datant du 9e siècle. Quelques années plus tard, le site fortifié d'Akrokrowa révèle plus de 5 siècles de dépôts archéologiques stratifiés, témoignant d'une occupation continue entre le 8e et le 14e siècle. Ces découvertes montrent qu'à cette époque, la forêt était profondément transformée par des populations relativement nombreuses pratiquant une agriculture sédentaire. L'archéologie a également mis à jour deux sites exceptionnels. Le premier est Igbo-Ukwu, souvent considéré comme un témoin remarquable des civilisations forestières. Le site est découvert en 1939 lorsqu'un habitant creuse un puits et met à jour des objets de bronze aux formes spectaculaires. Entre 1959 et 1964, l'archéologue Thurstan Shaw y découvre plus de 700 objets en cuivre, en fer, en bronze, ainsi qu'environ 100 000 perles de verre et de pierre. Daté du 9e siècle, cet ensemble témoigne d'une métallurgie particulièrement sophistiquée. Certaines techniques semblent liées à des influences méditerranéennes et islamiques, réinterprétées localement pour produire des objets de prestige associés à la sépulture d'un personnage de haut rang. Le second site est Ifé, souvent présenté comme une capitale médiévale des arts. En 1910, l'ethnologue et archéologue allemand Leo Frobenius y découvre des vestiges d'ateliers de production de verre et de fabrication de perles datant des 11e-12e siècles. Influencé par les préjugés européens de son époque, il peine à attribuer ses réalisations à des sociétés africaines et formule même l'hypothèse fantaisiste d'une Atlantide africaine. Entre le XIe et le début du XVe siècle, Ifé est un important centre urbain et artisanal. La ville attire des maîtres du travail du fer, des verriers spécialisés dans la fabrication des perles, des bronziers, des métallurgistes et des potiers. Elle est notamment célèbre pour ses têtes en terre cuite et en métal, souvent interprétées comme des représentations de membres de l'élite locale. Les pavements de terre cuite constituent aujourd'hui l'un des meilleurs indicateurs de la cité d'Ifé. Décorés de motifs variés, parfois associés à des galets, ils permettaient de drainer les espaces publics et de limiter la formation de boue pendant la saison des pluies. Entre le XIIIe et le XVe siècle, la région connaît cependant une période de transition importante. Un réseau de villes et de villages se met en place avec des sites comme Teki-Iman ou Notsi, qui occupent encore aujourd'hui une place importante dans les mémoires collectives de nombreux groupes linguistiques. Ifé joue notamment ce rôle pour le monde Yoruba. Cependant, les données archéologiques suggèrent parfois un abandon rapide, voire précipité, de certains de ces centres. Les causes restent débattues. Certains chercheurs s'interrogent sur les effets en Afrique de la grande crise du XIVe siècle qui touche une grande partie de l'Ancien Monde, notamment la propagation de la peste noire. Quelles qu'en soient les raisons, l'Afrique de l'Ouest que découvrent les Européens à partir des années 1470 est profondément différente de celle qui existait 2 siècles auparavant.